Aujourd'hui, on va parler des antinutriments. Ce sont des substances qui peuvent provoquer des problèmes chez certaines personnes et on va voir en détail qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment s'en prémunir. On commence par une petite définition. Qu'est-ce que les antinutriments? Un antinutriment, c'est une substance que l'on retrouve en général dans les plantes et qui interfère avec l'absorption des nutriments dans le corps humain. Alors par exemple, on va le voir, mais le gluten, que j'évoque très souvent sur la chaîne, est une sorte d'antinutriment. Il y a plusieurs mécanismes qui font que les antinutriments, ce sont des molécules qui peuvent provoquer des problèmes, mais dans la très grande majorité des cas, en fait, on va avoir un problème au niveau de la paroi intestinale. Les antinutriments vont permettre à des molécules de passer à travers la paroi intestinale, là où normalement la paroi doit être suffisamment étanche. Et lors du passage de ces molécules à travers de la paroi intestinale, on va avoir une réponse du système immunitaire, une réponse qui va en général développer une inflammation. Cette inflammation, lorsqu'elle est localisée et ponctuelle, c'est pas gênant. Mais lorsqu'on va avoir une répétition de cette inflammation sur le long terme, on va développer ce qu'on appelle une inflammation chronique et c'est le nid de beaucoup de pathologies modernes. À la base, les antinutriments sont un système de protection des graines afin de se protéger contre les prédateurs et contre des germinations un peu trop précoces. Et oui, parce qu'en fait, les plantes ont aussi le droit de se protéger, comme la plupart des animaux ont des systèmes de défense. Les plantes, elles, ont les antinutriments. Et oui, les plantes ne veulent pas être mangées aussi. Pour certaines personnes, les antinutriments vont donc agir comme des poisons très lents qui vont provoquer plusieurs symptômes. On va en parler donc un peu plus tard. Au programme de cette vidéo, on va donc voir les trois principales familles d'antinutriments que sont les lectines, oxalates et phytates. On commence donc par les lectines. Les lectines sont des protéines non digestibles qui voyagent à travers l'intestin sans être digérées. Une haute quantité de lectines peut modifier la fameuse barrière intestinale et provoquer des fuites, ce qu'on appelle régulièrement le leaky gut en anglais ou l'augmentation de la perméabilité intestinale. Comme je l'ai expliqué en introduction de la vidéo, cela peut générer une réaction inflammatoire et une réaction immunitaire exacerbée. Les aliments qui contiennent le plus de lectines sont les graines des légumineuses comme les lentilles, les fèves, les pois, les haricots, le soja, les céréales et les pseudo-céréales comme le quinoa et le sarrasin, ainsi que des plantes de la famille des solanacées comme la tomate, les aubergines, les poivrons et la pomme de terre. Alors en général, la cuisson peut détruire les lectines, mais dans certains cas et pour certaines personnes, ce n'est pas forcément suffisant. On va en reparler à la fin de la vidéo. Petit point très important, dans cette vidéo, je vais aborder des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent vous inciter à ne plus manger de légumes. Et en fait non, pour la grande majorité des personnes, les antinutriments dans une consommation normale ne posent pas de soucis. Et donc je vous renvoie à la fin de la vidéo pour parler justement de est-ce qu'il faut ou pas consommer des antinutriments. Deuxième famille, ce sont les oxalates. Alors les oxalates interviennent principalement dans la fixation du calcium et peuvent ralentir, voire diminuer fortement la fameuse absorption du calcium. Donc en fait, si on consomme trop d'oxalates, on peut avoir un déficit, voire une carence en calcium. S'ils sont consommés en trop grande quantité, les oxalates peuvent aussi interagir avec certains tissus du corps humain et provoquer des symptômes qui sont proches de ceux de l'arthrite, voire même dans certains cas, provoquer des calculs rénaux. On va retrouver les oxalates dans le chou kale, les épinards, les blettes et dans la plupart des aliments verts. Alors il est très compliqué de se débarrasser des oxalates, on parle parfois de la cuisson, mais en pratique on remarque que c'est pas forcément suffisant. Donc en fait la meilleure solution pour ne pas avoir de problème avec les oxalates, c'est de consommer une très bonne quantité de calcium en parallèle. Alors attention, le but c'est pas d'aller vers les produits laitiers, le but au contraire c'est d'aller vers les végétaux verts qui sont très riches en calcium. Mais comme on vient de le voir, ce sont aussi les produits les plus riches en oxalates. Donc en fait, en général, ça s'équilibre. On va avoir une baisse de l'assimilation du calcium à cause des oxalates, mais comme il y en a beaucoup de base dans les aliments verts, ça compense. On va retrouver aussi du calcium dans certaines eaux minérales et dans la consommation de petits poissons gras comme les sardines par exemple, qui lorsqu'ils sont consommés avec les arêtes, vont apporter une bonne dose de calcium. Troisième famille d'antinutriments, ce sont les phytates. Alors les phytates, pour moi, ce sont les principaux antinutriments qui existent dans l'alimentation. Les phytates impactent principalement la fixation de certains minéraux comme le magnésium, le zinc ou le fer. Et des personnes qui consomment beaucoup de phytates peuvent avoir effectivement des carences sur ces minéraux. Par exemple, des carences assez élevées en zinc peuvent emmener des grosses déficiences sur le système immunitaire. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, la consommation entre 5 et 10 mg d'acide phytique peut réduire de 50% l'absorption du fer dans le corps. Alors pour la petite histoire, les ruminants comme les vaches, les chèvres, les moutons
peuvent eux digérer les phytates, mais c'est pas du tout le cas de l'être humain. Alors les sources les plus concentrées d'acide phytique sont les grains complets, les noix, les légumineuses, les haricots, les spores et le pollen. Ainsi par exemple pour 100 g de riz sauvage, vous avez 2 g de phytates, pour 100 g d'avoine à peu près 1 g de phytates et pour 100 g de sarrasin à peu près 1 g de phytates. Question importante, doit-on arrêter de manger tous les aliments que j'ai cités dans cette vidéo parce qu'ils contiennent des antinutriments? Alors bien sûr la réponse c'est non, parce qu'il y a beaucoup d'aliments que j'ai cités qui sont extrêmement riches, eux, du coup, en nutriments. On a parlé des antinutriments, mais les nutriments c'est bien sûr aussi forcément très important. Et autre point aussi positif, il y a pas mal d'antinutriments qui sont parfois utiles dans le corps humain, notamment certains peuvent agir comme antioxydants en réagissant avec certains radicaux libres qui favorisent justement le vieillissement du corps. Donc parfois certains antinutriments peuvent favoriser le rajeunissement entre guillemets du corps. Dans la plupart des cas, et dans le cas d'une alimentation santé, la consommation occasionnelle d'acide phytique, d'oxalates, etc. ne pose pas de problème. Votre corps va savoir le gérer et ça ne pose absolument aucun problème. Dans la plupart des cas, les antinutriments ne sont pas présents en quantité suffisamment grande pour provoquer des problèmes importants sur le corps humain. Autre point aussi, ça va dépendre de votre sensibilité. Et pour ceux qui ont un intestin justement en mauvais état à la base, eh bien la consommation régulière d'antinutriments peut venir aggraver le problème. Ceux qui ont de base un intestin en bonne santé vont pouvoir consommer plus d'antinutriments sans aucun problème. Inversement, ceux qui consomment beaucoup d'aliments qui abîment l'intestin, comme par exemple beaucoup de gluten, peuvent avoir beaucoup plus de sensibilité aux antinutriments, parce que de base, l'intestin n'est pas en bon état. Il y a néanmoins des façons de préparer les aliments qui vont permettre de diminuer la présence des antinutriments. On peut citer la fermentation, la germination et le trempage. Ainsi, la plupart des Asiatiques consomment préférentiellement des produits de soja qui sont fermentés, car la fermentation permet de désactiver les lectines et de réduire les teneurs en acide phytique. Pour certaines personnes qui ont vraiment une très haute sensibilité aux antinutriments, une solution, ça peut être d'aller vers une alimentation qui va être très pauvre justement en aliments contenant les antinutriments. Et pour ça, on peut tester pendant une semaine ou deux une alimentation qui va être principalement carnivore. Je sais que pour beaucoup, ça peut être un peu compliqué, mais les produits animaux, en fait, ils sont totalement absents, par définition, d'antinutriments. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui avaient des gros problèmes intestinaux, le fait de consommer pas mal de viande pendant 1 à 2 semaines a permis de résoudre en partie le problème, d'une part par un apport important en protéines afin de réparer l'intestin, et le fait de soulager aussi le système digestif par l'absence totale d'antinutriments pendant une longue période va aider le corps à retrouver une bonne santé. Bien sûr, toujours aller vers des aliments de très haute qualité. Quand on parle de viande, on ne parle pas d'aliments qui sont issus de l'élevage intensif industriel. On parle plutôt d'aliments qui sont issus de petits producteurs, d'animaux qui ont été élevés en liberté et qui ont consommé principalement de l'herbe. Tout à l'heure, je vous expliquais que pour aider à éliminer les antinutriments, il y avait la germination et le trempage. J'ai fait justement une vidéo complète sur le sujet pour vous aider à comprendre déjà pourquoi le trempage aidait à détruire les antinutriments et comment le faire concrètement. Cette vidéo elle est ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!